Bonjour à tous, ou rebonjour. Bienvenue pour ce grand entretien avec Isabelle Autissier, qu'on va évidemment présenter, et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous dans ce salon 100% fruits et légumes. Donc merci encore. On va essayer de tenter de répondre à cette question, comment tenir la barre, évidemment, dans un monde en crise. Alors, à première vue, la question peut paraître un peu saugrenue, puisque dans le monde entier, la communauté scientifique reconnaît unanimement, et c'est quand même assez rare, les bienfaits des fruits et légumes. Et pourtant, la consommation de fruits et légumes s'érode. Dans les pays riches et développés comme en Europe, on n'atteint toujours pas les 400 grammes de fruits et légumes par jour. Et avec le contexte inflationniste, on a plutôt une tendance au déclinisme, malheureusement. Donc c'est quand même un enjeu de santé publique. La France perd aussi en souveraineté alimentaire, il faut quand même le savoir. On a des fruits et légumes qui sont très très bons pour la santé, très bons pour la planète aussi. Mais voilà, on perd en souveraineté. On a même un plan de souveraineté fruits et légumes pour notre filière, donc à raison quand même de 200 millions d'euros par an qui sont injectés dans un plan pluriannuel. Et on va tenter de regagner 50% d'auto-approvisionnement. Voilà, donc on exporte moins, on importe plus. Voilà, on a quand même ça dans notre contexte. Et puis on a aussi dans notre contexte une agriculture donc en pleine mutation, puisque dans moins de 10 ans, 50% des entreprises sont en transmission et devront trouver des repreneurs. Et à l'heure où il faut choisir un métier, peu de jeunes choisissent l'agriculture. Donc vraiment le défi est colossal. Il ne touche pas seulement à notre agriculture, c'est aussi un défi sociétal. Et puis enfin, dans cette synthèse introductive, donc en toile de fond, eh bien évidemment, dans notre environnement externe, on a beaucoup de crises ou de menaces. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais elles se juxtaposent, elles se superposent aussi un peu. Et on peut parler effectivement du changement climatique, qui est bien d'actualité en ce moment. En tout cas, du réchauffement climatique et de ses impacts. Voilà, donc c'est pas le gel le gel est récurrent. Là, par exemple, on a des épisodes, mais c'est plutôt les floraisons qui sont plus précoces et qui, par exemple, menacent notre agriculture. Et en même temps, les fruits et légumes sont évidemment porteurs de solutions et notamment vis-à-vis de la neutralité climatique, puisque un verger enherbé, voilà, c'est captateur de carbone. Donc, comment redresser la barre dans un monde en crise? Donc, on va essayer alors, aussi, comment avoir un rapport plus inclusif à la nature et à l'environnement, tout en développant des modèles de croissance et de performance. Il me semble que c'est bien ça. Et on va essayer de tenter ensemble, à travers la métaphore, pas que la métaphore, de l'univers marin dont vous êtes issus, voilà, de répondre en tout cas à cette question. Alors, je vais lister un petit peu tout votre palmarès, parce que quand même... Donc vous êtes évidemment... On vous connaît en tant que navigatrice, mais vous êtes aussi ingénieur agronome, et il y en a beaucoup aujourd'hui parmi nous. Vous avez aussi été la première femme à avoir réalisé un tour du monde en course et en solitaire, et ça c'est pas rien, dans les années 90. Vous êtes ou avez été donc animatrice radio, écrivaine, conteuse, présidente d'honneur aujourd'hui du WWF France. Donc un parcours juste incroyable, en tout cas pour nous. Alors, est-ce que c'est une affaire de détermination? C'est vrai qu'on a fait connaissance et je vois vraiment la détermination chez vous. Est-ce que c'est une affaire de courage, d'engagement, de ténacité, de persévérance, de passion, un petit peu tout à la fois? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. C'est vrai que ça me rappelle un peu des choses que j'ai vécues il y a un peu trop longtemps, malheureusement, à mes époques agronomiques. Un peu tout ça, mais je sais pas, je pense qu'on est tous fait un peu pareil. D'abord, ça commence par des rêves. D'abord, on se dit, quand on est petit, on se dit quand je serai grande, je ferai ça ou je ferai ça. Et puis même quand on est grand, on a des rêves. Et parfois, il y a des rêves qui résonnent profondément à l'intérieur de nous. Et on se dit, c'est pas juste une lubie, c'est pas juste comme ça, mais je sens que c'est ma voie, je sens que c'est mon chemin, je sens que c'est mon histoire. Et ben là, voilà, là il faut s'accrocher à ce truc-là,
Et puis là, c'est que ça commence, et tout le monde le sait ici, ben, ça commence par se retrousser les manches. Ça commence par bosser. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'interviewait qui disait « Ah mais alors, vous avez déjà pris des vacances dans le coin ?» Je lui dis « Des quoi? Comment vous appelez ça? Des vacances ?» Je sais pas, je connais pas, je suis pas au courant. Bon, évidemment, à un moment donné, quand on est habité par quelque chose, eh ben on y va. Et puis, vous avez parlé de ténacité, oui, si on veut, bah oui, il faut persévérer, bah oui, c'est comme toujours dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, donc, mais on risque rien à essayer. Et donc voilà, moi j'ai fait exactement comme ça, et je pense que c'est pas différent d'un certain nombre de gens qui sont sur les chaises en face de moi. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer un petit peu comment vous est venu ce désir du large? Bah, moi, je suis une petite fille de la banlieue parisienne, donc avec un papa auvergnat et une maman savoyarde. Donc, il n'y avait pas de chromosomes. Simplement, on allait en vacances au bord de la mer, et là, on avait un petit dériveur en bois, un petit bateau, hein, sur lequel les gamines de la famille naviguaient avec papa-maman. Et je sais pas, moi, cet environnement-là m'a parlé, quoi. La mer, quand j'étais petite, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, je trouvais ça génial. C'était la liberté, l'aventure, c'était aussi un peu des techniques un peu marrantes à maîtriser, parce que le bateau, ça penchait, ça faisait un peu peur, il fallait, voilà. Donc voilà, c'était finalement assez simple dans le parcours. Et je me suis dit, ça, c'est mon histoire. Voilà, très vite, ça, c'est mon truc. Et après, oui, j'ai continué à naviguer avec papa-maman. Puis quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, si je veux naviguer comme une grande toute seule, il faut que j'ai mon bateau. Puis comme j'ai pas de sous, je vais prendre un tas de tôle et un poste à souder, puis je vais en faire un. Et puis après, je vais traverser l'Atlantique avec. Et puis après, voilà. Et puis on franchit des marches, on franchit des étapes, on apprend, on va voir un peu les autres comment ils font. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se met en marche, en fait. Et est-ce que c'est une forme de mission, en gros, que vous vous êtes fixée quand vous avez su que c'était vraiment votre univers? Je dirais pas une mission. Je dirais plutôt un appel profond. Voilà, moi je pense que... Comment dire ça? La vie est courte. Moi, il me semble que la façon dont j'ai envie de la remplir, c'est avec des choses que j'aime et des gens que j'aime, tant qu'à faire. Et puis, ce que je peux faire de mieux pour la communauté des humains, c'est faire ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Et le mettre dans le pot commun, on va dire, quoi, hein, comme tout un chacun. Donc moi, mon truc, c'était de faire du bateau. C'est un peu exotique, ça paraît anecdotique. Et pourtant, finalement, on se rend compte que ça participe... parce que le sport, ça participe de notre vie à tous, parce que le rêve, ça participe de notre vie, parce que j'ai appris des choses en mer que je peux après essayer de transmettre à terre. Enfin voilà. Donc j'ai trouvé ma petite place à moi, qui était à la fois mon univers et en même temps ma place dans la société finalement. Alors vous avez vraiment ouvert la voie dans votre domaine, mais d'ailleurs à l'image de certaines entreprises ici qui prennent des risques tous les jours, qui testent beaucoup de choses. Comment on devient quelque part un peu pionnière? Vous êtes vraiment la première femme à avoir réalisé une course en solitaire, un tour du monde, surtout dans un environnement très masculin à l'époque. Voilà, comment... Ça a été assez facile. J'ai pas demandé aux garçons ce qu'ils en pensaient. Donc comme ça, je me suis pas pris la tête. J'ai eu une chance formidable. Quand j'étais une petite fille, dans les années 60-70, mes parents m'ont jamais dit qu'il y avait des choses pour les filles et des choses pour les garçons. Et donc, comme j'étais pas au courant, j'ai fait juste ce que j'avais envie de faire, ou ce que je sentais. Donc quand j'ai fait l'agro, je peux vous dire, on était 6 filles sur 80 à l'agro de Rennes. Oui, c'était pas considéré comme un métier féminin. Voilà. Ça a beaucoup changé. Finalement, j'ai réussi quand même à faire l'agro. Après, quand j'ai travaillé pour la pêche, je ne vous fais pas un dessin, mais sur les bateaux de pêche, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais finalement, ça s'est bien passé aussi. Et après, je suis arrivée à la course au large, c'est pareil. Il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus. Mais je ne l'ai pas fait... je pense qu'au fond de moi, je n'avais rien à prouver.
j'ai pas cherché à prouver. Ah non, mais vous voyez, nous les filles, on est vachement bonnes. Non, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, le mieux possible. Il s'est trouvé que j'étais la première femme à le faire. Voilà, c'est tombé sur moi, comme dirait l'autre. Mais après, je sais, et j'ai eu beaucoup de retours sur la valeur d'exemple que ça a pu avoir à un moment donné. De se dire, bah, finalement, voilà, une femme peut réussir dans un milieu qualifié de masculin. Mais qu'est-ce qui est masculin dans la course au large? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que c'est par exemple beaucoup, beaucoup plus important de bien réfléchir à la table à cartes pour savoir quelle route on va faire par rapport à la météo, que d'avoir des gros muscles de Rambo pour faire en 5 minutes ce que moi je vais faire en 8. Parce que si je fais une bonne navigation, je vais gagner 24 heures. Si je fais une manœuvre en 5 minutes au lieu de 8, je vais gagner 3 minutes. Donc voilà, il n'y avait aucune raison pour que les femmes ne s'emparent pas de la course au large et n'arrivent pas dans la course au large. Oui, donc là, vous parlez du talent d'anticipation. Au déjeuner, tout à l'heure, vous nous avez dit, en fait, tout est histoire de plan A, plan B, plan C. Nous, ici, on est beaucoup confrontés en agriculture voilà, au changement climatique, à beaucoup d'aléas. On n'a pas toujours de plan B ou de plan C. Oui, moi, je travaille dans l'aléa permanent, parce que la mer, c'est l'aléa permanent. À partir du moment où vous quittez la Terre, il peut tout se passer. Il peut y avoir un calme plat, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Il peut se passer toutes les horreurs possibles. Vous pouvez entrer en collision avec un cargo, une baleine, un container. Vous pouvez tomber à l'eau. Vous pouvez vous blesser. Il peut y avoir le feu à bord. Vous pouvez... Enfin bref, j'en passe. Donc mon métier de marin, c'est de passer énormément de temps à terre avant, à imaginer toutes ces choses-là et à me dire... S'il se passe ça, je fais quoi? S'il se passe ça, je fais quoi? S'il se passe ça, je fais quoi? J'ai besoin de quelle formation? J'ai besoin de développer quel outil technique? J'ai besoin d'avoir à bord telle ou telle chose précise pour essayer de répondre au maximum de situations. Et après, quand je navigue, je suis obligée d'être toujours dans l'anticipation. Là, il fait beau, tout va bien. Dans 6 heures, dans 12 heures, dans 24 heures, il fera quel temps? Et il se passera quoi? Est-ce que le bateau est prêt? Est-ce que, par exemple, il ne faut pas que je profite tout de suite pour aller réparer une petite bricole qui ne paraît pas importante, mais si dans 12 heures, il y a du vent fort ou de la mer forte, eh bien, tout d'un coup, ça deviendra important. Enfin, voilà. C'est d'être toujours avec... Essayer de penser au maximum aux solutions. Et pour ça, ça demande un exercice qui n'est pas toujours très agréable. C'est de penser aux difficultés qu'on a devant soi. Alors, il ne faut pas y penser pour se paniquer, se faire peur et rester au fond de son lit. Il faut y penser en disant, voilà, comment est-ce que je vais pouvoir répondre à un certain nombre de contraintes et surtout à un certain nombre d'incertitudes. C'est-à-dire essayer de faire baisser au maximum le niveau de l'incertitude parce que j'ai des réponses. Et parce que je suis capable de m'adapter à ce que, en gros, la mer me propose. Voilà, la mer, elle va me proposer du vent, elle va me proposer des vagues, elle va me proposer... et ça, j'y suis pour rien. Donc, c'est pas la peine que je râle parce que c'est pas ce que je veux. Simplement, il faut que je sois capable d'en tirer parti. Alors, un jour, vous avez raccroché, enfin en tout cas pour les courses en solitaire au grand large, pour revenir à votre carrière de scientifique et puis aussi ouvrir d'autres horizons. Donc l'écriture, le récit, la protection de l'environnement. Alors, comment s'est faite cette transition? Voilà, on est un peu dans un vocable à la mode, mais... Oui, parce que là aussi, j'y ai pensé longtemps avant. Moi, j'ai fait 4 tours du monde en solitaire. À la fin du 3e, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bon, où est-ce que j'en suis? Quel est le bilan de ce que j'ai déjà fait? Quelles sont mes envies profondément? Qu'est-ce que je peux encore amener ou qu'est-ce que je peux encore espérer en continuant? Ou est-ce que, parce que je suis un peu une curieuse maladive, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut s'ouvrir à moi? Et quand j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, bon, dans 2 ans, il y a encore une course autour du monde, j'ai envie de la faire. Voilà. Mais je me promets dans ma tête que c'est la dernière. Voilà, j'ai envie d'y retourner encore une fois, on va dire,
Mais après, il faudrait que je me bouge. Il faudra que j'aille inventer autre chose ailleurs parce que je ne vais pas faire ça jusqu'à 60 ans et je veux essayer d'être maître au maximum de mon propre destin et donc de faire mes choix. Donc j'ai fait ça. J'ai fait un 4e tour du monde et après je me suis dit maintenant voilà, page blanche. Et dans la page blanche, j'avais déjà quelques petites idées. Et ça a été toujours de la navigation, mais différemment. Ça a été, vous l'avez dit, de la radio, de l'écriture et de l'engagement environnemental, parce qu'on était au tournant des années 2000 et que je voyais bien monter toutes ces questions-là et que j'écoutais ce que racontait le GIEC et que voilà, je commençais à sentir les signaux faibles, comme on dit, parce qu'il y a 25 ans, voilà, ça courait pas les rues encore. Et je me suis dit, bah, je veux essayer de faire ma part. Donc je veux investir du temps, de l'énergie dans ces questions-là et donc rejoindre une organisation parce que bon, je peux essayer de faire tout bien moi dans ma petite vie, mais si je veux être efficace, bah, il faut que je rejoigne une organisation. Et donc j'ai choisi le WWF parce que j'avais des affinités, à la fois une organisation basée sur la science, une organisation qui parle à tout le monde, qui essaye de trouver des solutions. Enfin voilà, il y avait des choses qui me retenaient dans cette organisation en particulier. Oui, vous l'avez présidée pendant 11 ans. Vous êtes aujourd'hui présidente d'honneur. Quels sont les faits marquants, on va dire, sur vos années de présidence? Qu'est-ce que vous avez pu changer? Non, mais après, ce qu'on change, c'est toujours, comment dire, c'est toujours à la fois peu ou beaucoup. D'abord, on ne change pas les choses seuls. WWF est un des acteurs. Il y en a d'autres dans l'environnement. Et puis, on est acteur avec, dans l'agriculture, avec les agriculteurs, mais aussi avec les pouvoirs publics, mais aussi avec le grand public, mais aussi, voilà. Et nous, notre vision, c'est vraiment que personne ne doit manquer à l'appel. Donc, on travaille avec les très grosses entreprises, les grosses méchantes, voilà. On travaille avec les citoyens, avec les produits, on travaille avec tout le monde. Donc après, c'est difficile de dire, oui, il y a quelques petites choses sur lesquelles on a pu être très partie prenante, et ce n'est pas forcément ceux auxquels vous pensez. Bon, bien sûr, il y a des espèces que WWF a largement contribué à sauver. Ça a commencé par les flamants roses il y a très longtemps ici en France. Mais par exemple, sur des sujets comme les pandas, comme les baleines, on a été très efficace, comme le thon rouge en Méditerranée, comme les tigres en Asie du Sud-Est, où on est très partie prenante finalement de la sauvegarde de ces grandes espèces sauvages qui ont l'avantage de, comme c'est des espèces qui ont besoin de beaucoup d'espace, ça a l'avantage qu'on protège aussi en même temps des espaces importants, donc d'autres espèces qui vivent dans ces espaces. Donc ça peut être des choses. Mais on a ouvert des chantiers. Par exemple, on a été les premiers à aller voir la finance. Les organisations environnementales, pour eux, les banques, c'était les gros méchants. Alors, il y en a des gros méchants. Et il faut dire quand ils ne font pas bien les choses. Mais en même temps, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, attends, dans le monde dans lequel on vit, il faut qu'il y ait de l'argent pour la transition. Il faut que les banques, qui ont un pouvoir colossal avec l'argent qu'elles brassent, il faut qu'elles aient des critères de choix, il faut les pousser à adopter des comportements vertueux que ça. Donc on a par exemple beaucoup travaillé, que ce soit en France ou au niveau européen, sur les questions du financement et sur les questions de, entre guillemets, tout ce qui est économie verte, c'est un grand mot un peu fourre-tout. Récemment, par exemple, on a quand même été très en pointe sur le fait que le président de la République française a été le premier à demander un moratoire de l'exploitation des grands fonds marins. Et ça, c'est vraiment important parce que les grands fonds marins, on ne les connaît pas et on est déjà prêt à les détruire, comme on a fait malheureusement pour beaucoup d'autres milieux. Donc le fait qu'un président d'un pays important dise bah, nous, notre vision, c'est que on peut envoyer des scientifiques pour essayer de comprendre comment ça se passe, mais il ne faut pas y toucher avant d'avoir compris comment ça se passe, sinon on va aller à la catastrophe. Voilà, ça fait partie de nos petites victoires. Mais grosso modo, si je devais retenir une idée, c'est que en 15 ans, je pense que d'une manière générale, les organisations environnementales, on va dire, ont gagné un peu la bataille des idées. Alors, on a malheureusement été aidé par la réalité qui nous a rattrapés et donc qui a montré que les questions de climat,
que les questions d'écroulement de la vie, de la biodiversité autour de nous, que les questions de la pollution généralisée étaient des vraies questions. Et quand, il y a 15 ans, on nous disait, vous êtes gentille, Madame Autissier, mais oui, c'est ça, mais bien sûr, oui, la biodiversité, oui, c'est très intéressant. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que ces sujets-là sont au cœur, quand même, du débat politique, du débat sociétal, partout. Moi, je passe ma vie dans les grandes entreprises. Hier, j'étais d'une part chez Accor, d'autre part chez RTE, le réseau électrique. Bah, ces entreprises-là se sont emparées du sujet. Et je peux vous dire qu'il y a 15 ans, il y avait une sous-directrice de la communication qui s'occupait de ça. Maintenant, il y a des directeurs dans les COMEX qui s'occupent de ça. Donc, on a vraiment franchi un pas où je pense que, globalement, quasiment tout le monde, on va dire, a compris que si on n'arrivait pas à avancer sur ces questions-là, donc climat, biodiversité, pollution, nos sociétés organisées n'étaient pas pérennes et ne pourraient pas continuer. Donc ça, c'est quand même, je pense, une victoire importante. Maintenant, la question, c'est comment on fait et comment on fait vite. Oui, et puis, comment on fait aussi pour notre secteur agricole? Est-ce qu'on peut appliquer la même méthode que vous avez fait pour l'environnement au secteur agricole, qui fait partie de l'environnement? Comment mobiliser justement tous ces acteurs de la finance en faveur de la transition agricole? Parce que tout le monde en a besoin ici. Oui, alors, on fait, j'allais dire, on fait pareil partout et on fait différemment partout. C'est-à-dire que les objectifs et les principes sont globalement valables partout. Maintenant, évidemment, chaque secteur, et même dans l'agriculture, vous savez bien qu'il y a des agricultures et pas une agriculture. Donc après, chacun doit tricoter avec son histoire, avec ses parties prenantes et avec, voilà, avec ses producteurs. Globalement, ben oui, il faut vous parler de la finance. Il faut que la finance soit tenue pour responsable du type d'investissement qu'elle fait. Et ça commence à venir. Et donc, effectivement, que ce ne soit pas la même chose pour un financier de mettre de l'argent chez Bayer ou de mettre de l'argent pour soutenir des productions durables. Voilà. À un moment donné, d'abord, il faut leur demander des comptes. Il faut discuter, voir avec eux comment ils font pour prendre en compte ces choses-là dans leur modèle à eux. Et puis, il faut, j'allais dire, en termes de communication, récompenser les parcours vertueux et dire aussi les gens qui ne font pas le boulot, quoi. Donc, le problème, il est le même partout. Il faut que ça bouge. On voit bien, globalement, où est-ce qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on arrête de fracasser la nature qui nous fait vivre. Voilà, c'est pas... Voilà, il faut qu'on arrête de fracasser le climat. Parce que on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour sauver la planète. La planète, elle n'a pas besoin de nous. La planète, elle s'en fout. Même s'il n'y a plus de vie sur la planète, qu'est-ce que ça va lui faire à la planète, franchement? Sauf que ça nous fera à nous. Donc on est là pour essayer de garder des sociétés humaines à peu près organisées et à peu près cohérentes et à peu près heureuses. Enfin, en tout cas viable. Ça ne se fera pas contre la planète. Ça ne se fera pas contre la vie. C'est comme si vous demandez au marin de naviguer contre le vent et contre les vagues. Il est mort tout de suite. Donc voilà. Et on a eu par le passé, et c'est issu d'une pensée philosophique depuis très longtemps, cette image assez fausse que l'être humain était en dehors de la nature. Hein, il était dessus, ou il était à côté, ou il était... c'était pas une espèce... C'était pas Homo sapiens, c'était pas une espèce comme les autres. C'était, voilà, qu'il était maître et possesseur. Hein, il y a eu cette grande idée, maître et possesseur de la nature. Maître et possesseur de la nature, ça veut rien dire. Donc, il faut revenir sur ces fondamentaux qu'on a quand même bien dans un coin du crâne et se dire on est des collaborateurs. Et on collabore avec le vivant, et on collabore avec le climat, parce qu'on en a besoin. Donc, toute cette démarche-là, elle est pas simple, et puis il faut inventer. Alors, vous allez me dire, c'est sympa d'inventer, mais c'est compliqué. Donc, ça fait prendre des risques. Voilà, On en est vraiment à ce moment-là dans la troisième révolution agricole. Et alors, justement, par rapport à ça, moi, je trouve qu'il y a un mot-clé dans ce que vous dites, c'est le mot « avec ».
Voilà, donc moi j'ai une question aussi, comment on peut mieux anticiper les catastrophes peut-être qui s'annoncent? Alors, vous avez dit, la seule condition de ma survie en mer, c'est que moi, je m'adapte à la nature. C'est sans doute une des grandes leçons qui a alimenté mon engagement environnemental. Vous avez dit aussi, donc je vois les changements dans les océans, d'autant que je navigue en mer froide. Voilà, les glaciers n'arrivent plus à la mer, c'est plus les mêmes poissons, car dans les extrêmes de la planète, ça change encore plus vite. Donc comment nos entreprises qui sont complètement avec aujourd'hui et pas contre, par exemple dans les démarches agroécologiques, voilà, comment nos entreprises peuvent se réadapter à la nature pour servir nos intérêts et sortir peut-être de nos dépendances? C'est la grosse question de la transition. Et la transition, c'est toujours compliqué. On voit bien où on veut arriver, on voit d'où on part, et on se dit, entre les deux, quel est le chemin? Bon, je ne vais pas vous faire la morale, et je n'y connais rien en arboriculture, où c'est très, très, très lointain. Donc, je ne vais pas vous donner de solution clé en main, bien sûr. Simplement, si je peux partager mon expérience de marin. Je disais tout à l'heure, moi, ma survie, c'est l'observation et l'anticipation. Et l'adaptation. Donc, l'observation, oui, bon, ça, on l'a déjà un peu largement fait sur les constats qu'on a des problèmes que nous ont créés un certain type d'agriculture et comment, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait tel et tel problème. Bon, d'accord, on peut continuer à l'observer. Et après, c'est donc essayer de penser demain. Vous savez, par exemple, vous l'avez peut-être largement consulté, qu'il y a déjà un bon petit moment de ça, il y a eu de la part des scientifiques français une déclinaison française pour les travaux du GIEC, avec des prévisions à 2020, 2030, 2050, sur le paysage climatique de la France à cette époque-là. Avec toujours pareil, plusieurs scénarios, on fait le business as usual, on réduit un petit peu nos gaz à effet de serre, on le réduit plus ou moins, ou au contraire on le réduit beaucoup, etc. Donc, plusieurs scénarios. Aujourd'hui, le scénario, c'est un relativement mauvais scénario encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à réduire nos effets de serre, donc on continue à augmenter l'effet de serre, simplement on a ralenti l'augmentation. On augmente un peu moins vite. Donc on est aujourd'hui dans des scénarios qui ne sont pas les meilleurs, qui ne sont pas le pire des pires, mais qui ne sont pas les meilleurs. Eh bien, il faut prendre ça, regarder où vous êtes vous, et vous dire, en 2030, ce sera quoi mon climat, mon sol, ma pluviométrie, voilà, il va se passer quoi chez moi. Mes types de culture voilà, aussi. les types de culture en 2040, en 2050. En gros, par exemple, on sait qu'aux alentours de 2050-2060, Lyon aura le climat du Caire. C'est quand même pas rien comme changement. Comment on va faire pour avoir de l'eau? Je ne sais pas, parce qu'il n'y aura plus de glaciers, ou pratiquement plus de glaciers. Comment on va faire pour faire boire les gens, pour l'agriculture, pour refroidir les centrales nucléaires? Bon, mais n'empêche que c'est ça. Et ce n'est pas en détournant la tête qu'on va changer les choses. La grosse difficulté, la grosse différence entre la crise climatique et la crise de la biodiversité, c'est le timing. Sur la biodiversité, vous le savez tous, quand vous foutez la paix à la nature, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, les espèces que vous croyez avoir disparues sont revenues. Et c'est vrai dans le marin, et c'est vrai aussi à terre. Donc, la réponse est relativement rapide, ce qui est assez... voilà, c'est un soulagement. Rassurant. Dans le climat, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on est à plus 1,5 degré, ce qu'on voulait pas, où on ne voulait pas être, et on paye ce qu'on a fait il y a 50 ans. On ne paye pas encore ce qu'on a fait l'année dernière. On ne paye pas encore le fait qu'on a accéléré comme ça depuis 50 ans. Donc, et ce qu'on a mis comme gaz carbonique dans l'atmosphère, il y est pour plusieurs centaines d'années. Donc de toute façon, j'allais dire, sur la question du climat, le coup il est parti. Ce qu'on peut faire, et qui est très important, c'est diminuer au maximum, parce que comme c'est une courbe exponentielle et pas linéaire, le centième de degré, il compte. C'est pas le centième degré, c'est pas 1/100 de degré en plus, c'est 40 ou 50% de conséquences en plus. Donc c'est très important. Donc
Il faut vraiment se concentrer sur limiter nos consommations de fossiles, arrêter de balancer du CO2 dans l'atmosphère, enfin bon, du CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment... Mais il faut, oui, se mettre en condition de se dire, bah, je plante, surtout pour les arboriculteurs, ils ne plantent pas pour l'année prochaine, ils plantent quand même normalement pour quelques dizaines d'années au moins. Quel climat va avoir l'arbre que je plante dans 20 ans? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je plante? Comment il faut que je le plante? Est-ce qu'il faut que je développe voilà, autour de ces cultures d'autres choses qui vont me permettre de tenir le coup quand même? Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de réfléchir en avant et de ne pas se retrouver tout le temps en train de subir et surtout de ne pas prendre les crises pour quelque chose d'exceptionnel. On est rentré dans une période de crise. On va avoir des crises tout le temps, partout. Je suis désolée de dire ça, c'est pas très sympathique. De plus en plus intenses. Que ce soit des crises politiques, on l'a vu, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises du vivant, que ce soit des crises du climat. On a quand même déstabilisé beaucoup de choses. Donc maintenant, on est dans un truc, hein, le bateau, il tangue un peu dans tous les côtés. Bon, c'est comme ça, mais enfin, on est encore là, donc on peut s'adapter. Mais voilà, il faut se mettre dans la tête qu'on est rentré dans un monde de crise, et donc il faut y penser au maximum à l'avance. Et c'est là qu'il ne faut pas rester tout seul. Et c'est là que les solidarités à l'intérieur du monde agricole, par exemple, mais aussi à l'intérieur d'une société, les solidarités entre les producteurs et les consommateurs, les solidarités, je parlais tout à l'heure des banques, mais pourquoi pas, voilà, il faut construire, il faut se parler, il faut arrêter de se foutre sur la figure, il faut se parler, il faut construire des solutions ensemble. Et alors, comment réussir cette troisième révolution agricole? Comment justement, alors, à l'aune de votre expérience avec la société civile, comment embarquer les consommateurs ou les citoyens consommateurs avec l'agriculture? Je pense que, vous le savez d'ailleurs, les citoyens français, ils ont encore globalement une très bonne image de l'agriculture. J'allais dire de l'agriculture paysanne. Alors il y a peut-être un petit côté, avant c'était mieux, hein, on se raconte des histoires du grand-père qui allait dîner son champ, mais enfin, globalement, et on l'a encore vu récemment, globalement, je pense que les citoyens français sont aux côtés des agriculteurs. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un questionnement très fort de l'agriculture sur ses méthodes, qui est encore, il ne faut pas se le cacher, qui est encore une réalité. C'est-à-dire aujourd'hui, je mange une pomme, il y a eu combien de traitements de pesticides, qu'est-ce que ça va faire sur ma santé? Aujourd'hui, il y a un élevage de, je ne sais pas, plusieurs centaines de bêtes qui sont enfermées dans un espace clos. Je suis éventuellement sensible à ce que vivent d'autres vivants non humains. Je suis sensible au fait qu'on va couper la forêt amazonienne pour planter du soja pour nourrir ces animaux qui ne se nourrissent plus dans les champs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui traverse la société française, et la société française interroge à son tour les paysans, les agriculteurs, les éleveurs, en leur disant, bon bah, les gars, qu'est-ce que vous faites? Les gars, les filles, parce que... donc je crois que il ne faut pas prendre ça comme... c'est pas, on n'est pas avec des carabines en train de tirer sur les gens. Il y a un questionnement. Il faut répondre à ce questionnement en montrant comment et en expliquant comment, de fait, l'agriculture se saisit de ce problème-là et met en marche des réponses. Bon, on a parlé on peut parler d'agroécologie, on peut parler de bio, on peut parler d'un tas de choses. Voilà. Mais je pense que c'est important de montrer. Et le problème, évidemment, et vous le savez, c'est que l'agriculture, elle n'est pas unanime là-dessus. Et qu'il y a une partie du monde agricole qui trouve que le modèle industriel, c'est très bien. Et qu'aller vendre ces céréales à la bourse de Chicago, c'est très bien. Et qu'avoir un élevage où on gagne plus d'argent en vendant le méthane qu'en vendant le lait, c'est très bien. Donc, ça, c'est à régler, j'allais dire, entre vous, quoi. Hein. C'est pas... voilà, le citoyen peut avoir une opinion et dire des choses.
Voilà, maintenant, il faut que chacun, j'allais dire, balaye devant sa porte. Mais voilà, et moi je pense qu'il faut créer des alliances. On n'y arrivera pas si on passe notre vie à se taper dessus, ça c'est sûr. On a infiniment besoin, si dans un équipage, tout le monde commençait par faire une manœuvre différente, par avoir une idée différente de là où il faut aller, je peux vous dire que le bateau, non seulement il n'avancerait pas, mais on irait vite à la catastrophe, quoi. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut un peu discuter de par où on passe météorologiquement parlant, parce qu'on peut avoir des avis différents. Mais à un moment donné, il faut quand même se mettre d'accord. Quelle est la meilleure façon, selon vous, de créer ces alliances? C'est quoi? Ce sont des organisations, enfin les représentants, par exemple, des filières ou des producteurs? Oui, bien sûr, mais je vois comment nous, au WWF, on parle avec beaucoup d'organisations paysannes. Pour être efficace, quoi. Pas forcément avec toutes. Il y en a avec qui on a beaucoup de mal encore à parler. Et encore, on arrive à leur parler un peu, mais c'est compliqué. Mais oui, on a par exemple beaucoup parlé avec les éleveurs bovins sur les questions, parce que nous, on pense que le fait d'avoir des animaux dans les champs avec des prairies permanentes, c'est intéressant. Parce que les prairies permanentes, ça capte beaucoup de carbone, que c'est très intéressant pour la biodiversité, et que ça fournit des animaux plutôt de bonne qualité, et pour lequel on ne va pas couper la forêt amazonienne, parce que figurez-vous que les vaches, elles mangent de l'herbe. Et je caricature, évidemment. Donc on peut très bien parler, et quand on parle avec eux, on peut identifier des points où on n'est pas forcément d'accord, mais en même temps, on identifie plein de points d'accord. Et moi, j'ai eu une expérience pendant 5 ans. J'ai eu la chance de faire partie du Conseil économique, social et environnemental, donc national. J'étais évidemment dans le groupe de travail sur l'environnement, mais là, il y avait tout le monde. Et c'est la grande chance du CESE, c'est de mettre toutes les organisations de la société civile, tous les syndicats, toutes les organisations associatives, et aussi bien les associations des familles, des handicapés, des patrons, tout ce que vous voulez. Et le débat, il est extraordinairement riche, et on arrive à se parler. Et quand on fait un rapport, on arrive finalement, à la fin du rapport, à avoir 90% des points sur lesquels on est d'accord. Et oui, il peut rester 10% sur lequel, voilà, on a des visions différentes, et c'est la vie. Mais si on repartait de là, ce serait quand même pas mal, quoi. Est-ce que les rapports sont mis en œuvre? Alors, c'est marrant, quand on regarde les rapports du CESE, la première année, il y a 10% qui est mis en œuvre, la 5e année, 50%, et au bout de 10 ou plus de 10 ans, pratiquement 100%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le dialogue, en fait, est fournisseur de solutions qui ne sont pas toujours reprises immédiatement par le politique, parce que le politique a aussi d'autres points de vue et d'autres choses à faire valoir, qui vont être des histoires d'électorat ou des histoires de partis, ou voilà. Mais que globalement, c'est très puissant comme méthode. Et donc moi, vraiment, je pense qu'il faut qu'on se parle. Et il faut qu'on se parle, mais calmement. Et puis, des fois, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais on va identifier les sujets. Et on va échanger, et on va mieux comprendre les problématiques. Et voilà, et on est des êtres humains tous les uns les autres. Donc, je disais en introduction que notre agriculture, elle est aussi en mutation, puisque donc on est dans un moment crucial où il y a beaucoup d'entreprises à transmettre, et donc il y a aussi des jeunes générations à intégrer dans une agriculture aujourd'hui beaucoup plus complexe, en tout cas un environnement qui est plus complexe. Alors moi j'ai envie de dire, les agriculteurs, c'est un peu comme les marins, en fait, c'est eux qui connaissent mieux que quiconque leur domaine, hein. Ils vivent avec cette nature, ils composent avec elle depuis toujours. Alors ils sont porteurs de solutions, puisqu'ils produisent en quantité, en qualité, ils nourrissent le monde, ils sauvegardent ou ils restaurent parfois la biodiversité. Ils sont aussi capables d'abaisser les températures des villes en plein été grâce aux couverts végétaux. Voilà. Et puis une irrigation maîtrisée. Donc ils stockent le carbone, vous l'avez dit. Tout ça, en fait, on a l'impression que quelque part, nous, on le sait. Mais que, voilà, comment transmettre au mieux tout ce savoir qui est quand même hérité d'un passé commun,
Comment le transmettre aux plus jeunes générations, puis comment le transmettre tout simplement à la société civile qui s'est un peu éloignée quand même de son agriculture et qui la regarde souvent de haut ou de sa fenêtre? Bien sûr, on s'est éloigné d'une manière générale de la nature. Demandez à un gamin de 12 ans en ville, il connaît mieux les marques de chaussures que les marques d'arbres. Il ne sait pas distinguer un platane d'un marronnier. Par contre, une Nike de je ne sais pas quoi d'autre, là, il sait très bien. Donc, on a besoin de retourner dans la nature qui, pour nous, en France, est en général une nature agricole. Hein. On a encore quelques espaces, quelques rares espaces vraiment sauvages, mais plus beaucoup. Mais globalement, au moins, de revoir des arbres, des plantes, de voir que ça pousse au printemps, de voir que... Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire avec les familles, tout simplement. Pour, par exemple, les amener chez les agriculteurs. Je sais bien que c'est du boulot en plus, mais permettre aux enfants des villes ou aux familles des villes de venir le dimanche après-midi, faire un petit tour à la ferme, nouer des amitiés peut-être, comprendre ce que c'est que le boulot, voir comment ça pousse, que les gamins, ils n'ont aucune idée d'où vient la tomate, ils n'ont aucune idée de comment, voilà, d'où vient l'œuf ou ce qu'on veut. Voilà. Donc je pense que cette reconnexion, elle est très importante. Parce que sinon, on n'arrive pas... Et ça peut aussi, du coup, donner envie, par exemple, aux gens dans les familles de recommencer à cuisiner les fruits et les légumes, par exemple, des choses simples. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se plaint de questions de pouvoir d'achat, etc. Mais vous êtes comme moi, quand vous regardez le panier, le caddie de supermarché, il y a quand même beaucoup d'aliments ultra transformés. Il y a quand même beaucoup de trucs qui ne sont pas extraordinairement bons pour la santé et qu'on ferait mieux de remplacer par quelques légumes qu'on cuisinerait. Voilà. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire revenir dans les écoles, qu'il faut faire revenir... Parce que ça va vite, ça a été vite dans un sens, mais ça peut aussi aller vite dans un autre. Surtout qu'aujourd'hui, on a aussi, il faut y aller sur les réseaux sociaux, sur tout ça, sur les gens qui... on voit par exemple combien Top Chef a redonné envie aux gens de faire de la cuisine. C'est, voilà, bon, on pense ce qu'on veut de cette émission de télé, peu importe, mais il y a un côté entraînant, sympathique, positif, amusant, tout ce qu'on veut, qui fait qu'on n'est pas dans l'espèce de punition, tu vas finir tes légumes, mais on est dans le waouh. T'as vu la tomate qu'on a vue chez le type dimanche dernier? Eh ben, c'est celle-là qu'on mange aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis, t'as vu, on a fait des tomates farcies. C'est pas compliqué à faire. Ben, bon, voilà. Je veux dire, ça paraît anecdotique, mais c'est très profond sur notre rapport à la nature. Et si on n'inverse pas ça, si on reste dans le rat des villes et le rat des champs, on aura beaucoup de mal. Est-ce qu'on en prend le chemin? Parce que bon, nous, on épluche quand même pas mal les études de consommateurs et c'est entre le dire et l'injonction ou l'intention et le faire, il y a quand même un gap des fois. Je pense que on met pas assez d'énergie encore sur ce genre de sujet. On en fait un peu, on fait la journée du goût, par exemple, dans les écoles, mais c'est la journée du goût, la semaine, non, on fait la semaine, c'est déjà un peu mieux. On fait la semaine du goût, bon, c'est très bien, mais si les écoles, au lieu d'avoir les plats tout faits qui arrivent emballés en plastique, avaient des cuisiniers dans les écoles qui cuisinaient en partie, on ne peut pas tout faire, mais en partie des fruits et des légumes ou de la viande ou du poisson, local, on aurait déjà une réappropriation. Enfin voilà, ça passe par beaucoup de choses et on a encore beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup moi, je suis aussi présidente d'une petite association. On fait de l'éducation à l'environnement marin à La Rochelle. Et on a adhéré à un truc qui est super bien. Ça s'appelle les aires marines éducatives. Et on pilote une douzaine de classes. Et chaque classe s'approprie, entre guillemets, un petit morceau du littoral, de la côte. Et dit, cette plage, c'est la plage de la classe. Alors on y va
même en plein hiver, moi j'y suis allé avec eux, ils caillaient, il y avait un vent pas possible, les mômes étaient avec le cache-nez jusqu'aux oreilles. Mais on va dans notre endroit, on essaye de comprendre, de regarder qu'est-ce qu'on trouve comme coquillage, qu'est-ce qu'on trouve comme des drôles de trucs. Ah bah oui, mais ça c'est des pompes de tel poisson. Ah puis on voit tous les plastiques, alors on les ramasse, on les trie, puis on dit bah ces plastiques-là ils viennent de là, ces plastiques-là ils viennent de là, et pourquoi, etc. Et puis les enfants réfléchissent à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que leur plage soit une belle plage, propre, agréable, etc. Donc, on retisse un lien. Et ça, c'est hyper important, quoi. Et je pense que ça, c'est des expériences que les enfants n'oublieront pas. Et je pense que voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment multiplier. Donc c'est à tout un chacun, voilà, de ne pas baisser les bras, parce qu'effectivement il y a déjà des visites à la ferme, il y a déjà des choses, voilà, qui sont organisées, mais en tout cas ne pas baisser les bras. Alors avant de passer aux questions avec la salle, peut-être voilà pour sortir un petit peu là de tout ce qu'on a déjà dit. Voilà, vous avez dit aussi, sans transmission des valeurs écologistes, point de salut pour l'humanité. Donc peut-être comment transmettre toutes ces valeurs avec efficacité quand on peine quand même à sortir d'un modèle dominant qui est quand même orienté vers l'hyper-consommation. On a quand même du mal à en sortir. Oui, comment faire bascule à un moment donné, puisqu'on a vu urgence climatique. Ouais, si j'avais une baguette magique, ça fait longtemps que j'aurais fait abracadabra. Il n'y a pas une solution. Il y a des milliers de solutions. Comme il n'y a pas un problème, il y a des milliers de problèmes. Et nous, au WWF, on aime bien dire, on est tous à l'origine du problème, donc on est tous à l'origine de la solution. Chacun là où il est. Chacun dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, aussi bien dans sa famille que dans son boulot, que comme électeur, pourquoi pas, ou comme... Enfin voilà, peu importe. Donc il faut s'y mettre... Il faut se mettre sur un chemin. Voilà, je pense que c'est ça l'histoire. On a en point de mire l'idée qu'il faut, pour faire très simple et très caricatural, qu'il faut se réconcilier avec notre nature et notre planète, sinon on va dans le mur. Ok, ça c'est l'étoile qu'on regarde quand on lève la tête. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut faire concrètement. Et ça demande... tout simplement de se poser des questions. Et moi, souvent, les gens ils me disent « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, je leur dis « Mais moi, je vais vivre 24 heures avec vous. Je vais vous trouver 50 choses à faire dans la journée. Du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez. Et même pendant que vous dormez, à quelle température échauffez votre chambre. » Donc, il y a plein de choses à faire. Et souvent, il faut rentrer par un point d'entrée, quel qu'il soit. Il y a des gens pour qui commencer à s'intéresser à ces questions, ça va être se dire, bah, tiens, je pourrais faire du vélo, emmener mes gamins à l'école en vélo, par exemple. Il y a des gens qui vont se dire, bah, moi, ça va être l'alimentation, je vais... ah oui, tiens, ça peut être sympa de cuisiner, peut-être au départ que le week-end, et puis peut-être après plus souvent, et puis voilà. Et on rentre dans une problématique de changement, et on s'aperçoit que le changement, c'est pas punitif. Au contraire, c'est porteur d'un certain nombre d'avantages. Et là, on est pris par le virus. Et là, ça devient super fun. Parce qu'on se met à jouer. Et moi, je l'ai fait pour moi. Parce que je ne suis pas différente de tout le monde. Et j'ai commencé à jouer comme ça. Et maintenant, je le fais systématiquement. À chaque fois que je fais quelque chose. Systématiquement, et c'est super marrant à faire. Est-ce que je peux le faire autrement? Et puis, des fois, je ne peux pas le faire autrement. Mais souvent, je peux. Et du coup, j'essaye. Et du coup, je vais voir d'autres gens et je leur dis, mais comment t'as fait? Et voilà. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Le monde, il s'est jamais changé par un génial, je sais pas qui a décidé que tout d'un coup, tout allait bien. Le monde, il a changé parce que les humains ont changé. Et ce qui est assez incroyable dans la transition que nous vivons aujourd'hui, c'est que la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on le fait consciemment. Quand les chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs-éleveurs, ils n'ont pas fait une réunion comme ça en se disant « Bon les gars, si on arrêtait de grimper aux arbres et qu'on plantait des tomates, est-ce que ce serait pas mieux ?» Voilà, ça s'est fait petit à petit. Au cours de milliers d'années, il y a des changements qui se sont faits. Mais là, nous, c'est le cas. On est ensemble et on se dit
comment est-ce qu'on fait pour changer? Donc c'est à la fois très angoissant, très compliqué, très génial, très humainement riche et apaisant. Et moi, je dis ça à tous les gens dont on parle beaucoup, en particulier pour la jeunesse, qu'on dit climato-angoissés, qu'on dit voilà, qui ont très peur de l'avenir, etc. Je leur dis, mais mettez-vous avec les autres et faites quelque chose avec les autres. Déjà, ça va vous faire à vous un bien fou. Et déjà, vous allez recommencer à croire en votre pouvoir de changer les choses. Même si au départ, c'est sur des choses petites, locales, mais vous allez voir que vous pouvez faire changer. Et du coup, ben, voilà, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver du courage et de l'entrain et de la bonne humeur. Et au lieu de pleurer dans votre coin, vous allez faire des choses avec les gens. Et voilà, donc encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Il faut arrêter de croire ça. Et les politiques doivent faire leur boulot, les citoyens doivent faire leur boulot, les entreprises doivent faire leur boulot, les agriculteurs doivent faire leur boulot. Tout le monde doit faire son boulot pour que ça change. Merci en tout cas pour cette note positive. On vient donc de terminer cette première partie. On va évidemment ouvrir les questions-réponses à la salle. Donc allez-y, profitez-en, parce que Isabelle doit ensuite partir reprendre un train. En train. Un train. Oui. Bonjour, moi j'ai une question, pardon, excusez-moi. Je vous remercie pour le constat que vous avez fait. J'avais envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la nécessité de rassembler, de concerter pour trouver ensemble des solutions et l'urgence de la situation et des décisions à prendre, quoi. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Patrick Marcotte, élu local dans les Pyrénées-Orientales. Alors, vous avez raison. Dans une commune territoire bio-engagé, pardon. Bravo, monsieur. Vous avez raison, c'est un vrai problème. J'allais dire, c'est presque un peu le problème de la démocratie et de la dictature. Une dictature, elle va vous pondre un décret et vous n'aurez pas le choix et tout le monde va y passer, sauf que c'est très fragile parce que si vous n'avez pas embarqué les gens dans votre histoire, ça ne tiendra pas forcément très longtemps. Nous, dans nos démocraties, on discute. Et je pense qu'on sait, même si c'est compliqué, on sait que si on n'embarque pas une majorité des gens, entre guillemets, ça ne marchera pas. Et pour embarquer une majorité des gens, on est bien obligé d'aller discuter avec eux. Donc, je suis d'accord avec vous que qu'il y a, voilà, qu'il y a parfois beaucoup de frustration de se dire ça va pas assez vite, mais qu'en même temps, si on ne discute pas avec les gens, ben ça va pas assez loin. Donc on est pris on est pris là-dedans. Donc seule chose, c'est essayer de discuter vite, mais oui, c'est un sujet. Merci. Bonjour. Pareil, présente-toi. Donc Benoît Chauvin-Buteau, je travaille avec des producteurs de fruits dans le sud de la Drôme, sur une appellation en abricot. Vous m'entendez? Plus fort, ok. Ma question, donc, pour revenir sur la métaphore de comment tenir la barre en période de crise et sur votre vécu, si on fait l'analogie, on a pas mal d'exploitations aujourd'hui qui se retrouvent dans une tempête qu'ils n'avaient pas forcément prévu, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un timing où je suis posé, je réfléchis, j'ai le temps, j'ai les fameuses pour quelle est la meilleure trajectoire. La tempête est là et elle est arrivée plus tôt que prévu, on peut le dire comme ça. Comment vous, je veux dire, mentalement, dans ces périodes de doute, déjà la question, est-ce que j'ai bien fait, pourquoi je suis là, est-ce que ça a du sens tout ça, est-ce que je renonce, est-ce que dans la tempête il y a une opportunité, juste voilà, en termes de mentalement, comment appréhender ces périodes de doute et de tempête plutôt imprévues? Déjà, de toute façon, dans la tempête, on n'a pas le choix. Hein. On est dedans. Donc on est dedans. Et je crois qu'à un moment donné, il y a aussi une forme faut accepter d'être dedans. Voilà. Ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est comme ça. C'est pas la peine d'aller dire ouais, mais c'est pas juste. Ouais, mais bon. Voilà, voilà. Après, moi, ma technique, c'est donc il faut que je fasse quelque chose dans la tempête.
Et j'ai des objectifs de différents niveaux. Et j'essaye de les remettre dans le bon ordre, en fonction de la tempête. Si je suis dans une tempête extrême, la question numéro 1, c'est de sauver ma vie. Donc, je vais m'enfermer à l'intérieur, je ne vais pas sortir dehors, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que si je suis dehors, je suis morte. D'accord ? Donc voilà. Le deuxième niveau, c'est de sauver le bateau. Parce que le bateau, c'est ce qui me permet de flotter, d'arriver quelque part. Donc, il y a un certain nombre de choses que je vais faire, techniquement, pour m'assurer que le bateau est à peu près en bonne condition pour résister. Si après les choses s'arrangent un peu, je vais pouvoir revenir à un autre objectif qui va être, voilà, je survis sur un bateau qui survit à peu près, et puis qui a peut-être dématé, ou qui a peut-être, enfin, qui est encore là. Il va falloir que j'essaye d'aller quelque part. Peut-être pas là où je voulais aller, mais je vais essayer d'aller quelque part. Et puis, si tout va mieux encore, je vais essayer d'aller là où je voulais aller. Et puis, à la fin des fins, si tout s'arrange, je vais essayer de la première pour aller là où je voulais aller. Donc, je pense que cette stratégie-là, à un moment donné, je ne sais pas si cette analogie, je pense que cette analogie peut fonctionner. Je crois qu'il faut identifier des choses. Et par exemple, quand je pense au monde agricole, je pense aux graves difficultés psychologiques que peuvent rencontrer l'ensemble des agriculteurs. Dans ce cas-là, eh ben moi je dis la première chose à faire, c'est de sauver le bonhomme ou la bonne femme. C'est-à-dire de lui permettre de retrouver un minimum de solidarité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qui vont soutenir la personne, juste humainement. Juste en parlant avec elle, juste en allant le voir, juste qui vous pleure sur son épaule s'il faut. Mais voilà, la personne d'abord. Si la personne n'est plus là, de toute façon, il n'y a plus rien. Après, l'entreprise agricole elle-même, même si elle doit, j'allais dire, réduire ses objectifs, ou voilà, comment est-ce qu'on peut sauver les fondamentaux? Voilà. Donc, je pense que l'analogie, elle peut fonctionner à ce niveau-là, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est vraiment le moment. Monsieur. Et les dames, il ne faut pas hésiter non plus, hein. Ouais. Bonjour. Je ne suis pas du tout agriculteur, je travaille avec les agriculteurs et un peu passionné de nature. Et je pense que le problème de la nature et écologique que l'on a actuellement vient qu'on a tellement normalisé tout. Quoi qu'on fasse, on veut tailler une haie, il faut attendre telle date parce que sinon on vient vous voir. J'ai la chance d'avoir une prairie en bord de l'eau, il y a des arbres qui sont tombés, il faut enlever les arbres, on ne peut pas les replanter. Si on veut les replanter, il faut les demander une dérogation à tel organisme administratif, etc. etc. On ne peut pas curer parce que donc, le niveau il monte, ça déborde, mais on ne peut pas curer parce que ça gêne. Lorsque la PAC est arrivée, on a donné une subvention à la surface. Donc l'agriculteur a semé du blé, il y avait des haies. Quand les contrôleurs sont passés, on a dit bah oui, mais le borne il est là, mais la haie elle prend 8 mètres de large sur 500 mètres de long, donc ça c'est pas du blé, donc on ne subventionne pas. Donc les haies ont sauté. Par la même occasion, on a fait du remembrement. Par exemple, les rivières ne sont plus ombragées. Si les arbres sont coupés le long des rivières sur les berges, il faut redemander des dérogations phénoménales pour pouvoir remettre un arbre. Donc, conclusion, l'été, l'eau est chaude, elle n'est pas à l'ombre, etc., etc., etc. Comment voulez-vous faire de l'écologie avec un système comme ça? Alors, vous avez raison. Je pense qu'on a pensé une forme de standardisation, au fond, globalement, de la nature, comme si on pouvait standardiser la nature.
Comme si, voilà, comme s'il fallait que les choses soient toutes organisées pareil. Je suis évidemment totalement d'accord avec vous sur la question des haies et du fait de subventionner à l'hectare. Nous, on se bat depuis des années et des années sur cette histoire-là, en disant c'est pas à l'hectare qu'il faut subventionner. Au contraire, il faut payer les agriculteurs qui gardent leurs haies ou encore mieux replantent des haies. Donc ça, c'est des combats qu'on mène, tu sais, mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, clairement, dans le monde agricole, tout le monde ne pense pas pareil. Et il y a des gens que ça arrange bien d'être payé à l'hectare. Donc oui, il y a des combats à mener. Oui, il y a vous avez raison, cette vision, encore une fois, standardisée, et comme si la nature pouvait nous obéir, finalement. C'est évidemment une solution qui... Enfin, c'est pas une solution. Donc oui, il faut se battre contre ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on prend quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la bio. La bio est arrivée là où elle est aujourd'hui parce que ce sont des gens producteurs, jardiniers amateurs, professionnels, etc., qui ont cultivé des choses, qui ont échangé entre eux, etc. Et ça a échangé, ils ont vendu aux clients, aux consommateurs, aux voisins, etc. Et la bio a monté et elle est arrivée où elle est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On formate la bio et on la met dans des cases, comme la nature. Il faut que ça soit dans les cases, dans des cases standardisées, etc. Or, la nature, c'est elle qui a toujours raison, pas la case. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je fais ça... Enfin bon, je vais évidemment défendre la bio parce que je trouve que c'est... en parcourant dans les années du salon, j'ai pas trouvé que des gens qui étaient d'accord avec la bio, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de gens qui trouvent que c'est en tout cas extrêmement intéressant comme tentative pour se remettre au sein de la nature en tant que producteur alimentaire. Donc maintenant, effectivement, après la grosse difficulté, je ne sais pas si vous faites allusion à la certification, c'est que quand moi, consommatrice, je préfère pour ma santé me dire que j'aime mieux manger des trucs qui n'aient pas trop de pesticides et qui n'aient pas trop de traitements et que donc je préfère manger bio, il faut bien que j'ai quelque chose qui me garantisse que l'agriculteur ou l'éleveur a suivi un certain cahier des charges. Donc à un moment donné, oui, on est bien obligé de donner un label. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas le label, qui ne font pas des choses très bien, bien sûr. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même que, en tout cas pour le consommateur, sauf à être dans des circuits courts et à savoir d'où vient votre produit parce que vous êtes dans un circuit court avec un agriculteur que vous connaissez, à qui vous faites confiance, sinon on est bien obligé d'avoir des certifications et donc de différencier les choses. Il n'y a pas de problème. Eh ben, un grand merci en tout cas, Isabelle Autissier. Merci à vous toutes et à vous votre tous. Parcours inspirant. Bonne continuation et franchement, je suis avec vous dans ces chemins que je sais compliqués, mais indispensables. Donc voilà, bon courage en tout cas. Merci.